cadre insolite pour cette épopée fromagère du mois de mai. C'est à la fin de la vidéo que je vous ferai découvrir l'endroit dans lequel je me trouve. Place au fromage. Le premier fromage, il est dans une boîte. Pourquoi? Parce que c'est un fromage frais. Fromage de chèvre, fabriqué en Suisse allemande par la famille Blaser. À nouveau, une entreprise familiale où toute la famille travaille dans l'entreprise. Ce n'est pas une grande entreprise, ils ont 90 chèvres. Ce chèvre frais, ce qu'il a de particulier aussi, c'est qu'ils ne mettent pas de présure animale. Ils mettent simplement une présure végétale. Il est fabriqué, égoutté. Et le fromage est prêt. Donc le grand avantage de ce fromage, c'est la fraîcheur. C'est ça qu'on aime au mois de mai. C'est qu'on a le goût de chèvre, mais on a le goût du petit lait. C'est le petit lait qui ressort. C'est le chef qui suit. Petite anecdote à ce sujet. En famille Blaser, qui fabrique ce fromage, le papa s'appelle Peter. Et quand il était gamin, il est toujours au milieu des chèvres. Et il a chopé le surnom de Geispeter. Eh bien, c'est un petit clin d'œil à l'histoire de Heidi. D'ailleurs, on avait mis dans une des box il y a quelques mois, le fromage s'appelle Geispeter. Geispeter, un fromage de chèvre. Exactement. Oui, oui. Petite exploitation familiale, c'est ça qu'on recherche. On va pouvoir passer au deuxième fromage. Pour ce deuxième fromage, le départ pour la Normandie, pour découvrir le plus connu des fromages normands, le Livaro. Le nom de Livaro vient à l'origine de la petite ville de Livaro. Livaro, c'était le plus connu et le plus consommé des fromages de Normandie. Fromage qui était très consommé, beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que le camembert, le Pont-l'Évêque. Une des particularités, donc fromage de vache, une des particularités, c'est ses bandes, c'est pour ça qu'il est aussi appelé le colonel. Le colonel, ça fait référence au galon du colonel. Hein. Exactement, oui. Je crois qu'il l'appelait d'ailleurs même à l'époque la viande du pauvre. Tellement il était consommé, mais il était consommé localement. Dès que les chemins de fer sont venus, on monte à Paris et le fromage devient connu. Hein. C'est le phénomène de la France. Il mettait ces bandes pour tenir le fromage, pour que le fromage ne s'affaisse pas. Aujourd'hui, les bandes seraient plus utiles. La fabrication a un petit peu changé, le fromage un petit peu plus ferme. Donc, on aurait plus besoin de mettre ces bandes, mais ils ont voulu respecter la tradition et on a laissé toutes ces bandes. Autre particularité de ce fromage, c'est qu'il est lavé avec le rocou, cette plante d'Amérique du Sud qui donne cette couleur un peu jaunâtre, mais qui apporte aussi du goût. C'était le fromage le plus consommé, mais aujourd'hui c'est peut-être le fromage de la Normandie qui a le plus de caractère. Hein. C'est aussi d'ailleurs, je crois, la plus ancienne AOC de Normandie. Hein. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, je pense que le camembert est plus connu. Pourquoi? Parce que le camembert n'est pas protégé, il est fabriqué partout dans le monde. Et je crois qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de producteurs. Hein. Non. Je crois que ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Oui, ça devient un fromage confidentiel, mais c'est un AOP et il va survivre. Hein. La texture, elle est crémeuse, tu vois, bien sur le bord. Encore un petit peu séracé au milieu, mais 1 ou 2 jours de plus et puis ce sera complètement crémeux. Donc, déjà en voyant ce fromage, je sais que c'est un fromage qui aura du caractère. Ça parfume. Tu le prends en bouche, il y a des tas de goûts qui vont ressortir. Ce sera difficile lesquels dominent, mais c'est un ensemble de saveurs qui fait que c'est un fromage qui est là, qui est solide. On était en Normandie avec Livaro, départ pour la Savoie avec ce fromage. Quand on le voit à l'œil déjà, c'est le fromage emblématique de la Savoie. Alors, dès que vous le voyez, vous allez penser à la tome de Savoie. Alors, ce n'est pas une tome de Savoie, même si c'est fabriqué avec les mêmes critères. La seule différence, c'est que ce fromage qui s'appelle la tome du Chalet n'est pas dans la zone IGP de la fabrication de la tome de Savoie, d'où cette appellation tome du Chalet. Cette croûte typique, hein, c'est le poil de chat. Alors, avec le poil de chat, dans la dégustation, il y aura 2 variantes possibles. On pourra ou bien enlever complètement la croûte, c'est ce que je faisais autrefois. Et puis avec Michel, un jour, on a rencontré M. Bellonte dans l'Auvergne, ils ont le même champignon. C'était pendant le calendrier 2023. Et M. Bellonte nous a expliqué comment déguster le Saint-Nectaire, la même chose pour la tome du Chalet. Au lieu d'enlever la croûte, la gratter. Et depuis lors, avec Michel, on appelle ça la méthode Bellonte, de gratter un petit peu la surface du fromage pour enlever une partie de la croûte pour que ça soit moins fort en goût. Mais pour revenir à ce fromage, c'est un fromage qui était quand même beaucoup fabriqué dans la famille. C'est un fromage de famille un petit peu. Dès qu'ils avaient moins de lait, qu'ils ne pouvaient pas faire du Beaufort par exemple, ils fabriquaient cette petite tome. Et la tradition, c'était aussi d'écrémer. Pourquoi écrémer? Certainement qu'avec la crème, ils fabriquaient du beurre. Et il fabriquait après le fromage, donc un fromage demi-écrémé, voire un fromage maigre, qui n'avait pas un succès foudroyant. Il était surtout dégusté dans la famille, mais quand même vendu sur les marchés locaux. Donc Michel, je vais te la faire déguster avec la croûte, et moi je vais la déguster sans la croûte.
Et la texture est très plaisante, hein. Un peu crémeux. Très crémeux. Et puis, tu as vu, au moment tu as une petite pointe d'acidité. Moi, le seul truc que je me demande vraiment, parce que tu vois, par exemple, 1 kilo de viande, t'arrives pas à manger, c'est trop, c'est écœurant. 1 kilo de fromage, moi j'arrive. Tu vois, comment te mettre des limites dans la. Parce qu'un fromage bon comme ça. C'est ça le problème, c'est que, tu vois, là, on vient de déguster 3 fromages, on a envie de regoûter chaque fois un bout de celui-là, parce que c'est addictif, hein. Avec Michel, on a parfois l'expression dégommer. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on commence à déguster un fromage qui nous plaît bien. Bon, pour la petite anecdote, moi, quand j'ai commencé à travailler avec toi, en 1 an, j'ai pris à peu près 10 kilos. Et j'ai rien changé d'autre dans ma vie à part manger du fromage. Après, tu t'étonnes qu'on soit chaque 3 semaines au régime. Exactement. On est toute l'année au régime, mais ça ne fonctionne pas. C'est un véritable voyage gastronomique, Michel, qu'on fait avec cette box du mois de mai. On quitte la Savoie pour aller sur la côte atlantique. On est tout près de Nantes. On est à la fromagerie de Pornic pour déguster ce curé nantais. Pourquoi curé? Pourquoi nantais? Parce qu'à l'origine, on est en 1880. Et il y a un fromager qui fait la connaissance d'un curé qui était de passage par là, qui lui donne la recette d'un fromage et naissance du curé nantais. C'est un fromage qui est fabriqué un petit peu comme un fromage à raclette, une pâte très souple, mais qui n'est pas pressée. Fabriqué, je vous l'ai dit, à la fromagerie de Pornic, c'est le dernier à fabriquer ce fromage. Mais dès qu'on va dans la région de Nantes, on vous parle de fromage et tout le monde vous dit curé nantais. D'ailleurs, pour l'anecdote, on l'a mis dans le calendrier de. C'était cette année, hein? Oui, l'année passée, oui. L'année passée, mais c'était pas le fumé. Là, on vous en parlait, il est fumé. D'ailleurs, on l'avait goûté, qu'on avait visité, on voulait le mettre. D'ailleurs, celui-là, mais c'était un peu trop tard pour mettre le fumé. Dès qu'on arrivait dans la région, dès qu'on disait ah, mais vous êtes venu tourner du fromage, on nous parlait chaque fois de ce fromage-là. De ce curé nantais. C'est vraiment le fromage emblématique de la région de Nantes, curé nantais. Ce qui est assez, on va dire, une singularité, hein, parce que dans cette région-là, historiquement, c'était surtout du beurre. Hein, ils faisaient pas tant de fromage que ça. Hein. On trouve ça dans pas mal de régions qui sont spécialisées dans le beurre, mais eux sont restés spécialisés dans le beurre. Et alors, le problème quand on fait beaucoup de beurre, c'est qu'on va écrémer beaucoup le lait. Donc, résultat, on fait un fromage maigre qui est moins intéressant. Donc, c'était vraiment, c'était une drôle d'idée de vouloir faire un fromage gras avec la crème à l'intérieur. Ce curé nantais, fabriqué à Pornic aujourd'hui, a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il y a 6 fermes qui livrent le lait à la laiterie de Pornic. Et au lieu de mélanger tous ces laits, ils ont 3 cuves et ils vont faire 2 productions. Comme ça, finalement, ils ont la traçabilité de chaque fromage, ils savent de quel producteur le lait provient. Une cuve, un producteur. Gustativement, ça pourrait changer. Puis, autre particularité de ce fromage, il est frotté avec le ferment du rouge qui va donner aussi un goût différent au fromage. Et surtout, il est passé au fumoir. Et ce qui me plaît dans ce curé nantais fumé, c'est que ce n'est pas un fumage industriel. Beaucoup trop de fromage à raclette fumé, c'est un procédé industriel de fumage. Souvent, ils rajoutent, je crois, de l'arôme. En fait, c'est de l'arôme de fumée. Exactement. Par contre, celui-ci, je l'ai vu, c'est simplement un petit fumoir, un petit feu à côté et la fumée froide qui va passer et qui va parfumer le fromage. On mettra le lien dans la description de la vidéo où on a visité la fromagerie, on voit justement le fumoir. On voit le fumoir, et ça, bravo, parce que je trouve que c'est un beau respect du produit que le fumé traditionnellement. Celui-là, j'en ai mangé un entier hier, je ne sais pas combien de grammes il fait, mais... Tu sens le fumé, hein, déjà au nez, hein. Mais subtil, hein, au nez. En bouche aussi, hein, c'est pas excessif. Et c'est là toute la différence avec un fromage fumé artificiellement ou pas. C'est un peu comme la truffe, tu sais, quand la truffe, ils mettent des truffes, des arômes de truffe, c'est grossier en fait, quand ils mettent des arômes souvent. Là c'est fin, tu as quand même le goût du fromage, c'est très réussi, je trouve. J'aime bien ta comparaison, c'est vraiment ça. Hein. On sent un petit peu le fumé, mais pas trop. On parle de fromage, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque, comme d'habitude, un bon vin pour accompagner ces 4 fromages. Ben, il est temps que je vous parle de l'endroit où je me trouve. Je me trouvais dans un véritable tonneau. Ce genre de tonneau est encore utilisé aujourd'hui. Je me trouve dans la cave des frères Dubois. Et celui-ci, pourquoi il est plus utilisé pour mettre du vin, c'est qu'à force d'être utilisé, il était devenu poreux. L'idée, plutôt que de le détruire, on lui a donné une seconde vie et puis ils ont mis une table à l'intérieur. Mais allons découvrir le vin qui va vraiment s'accorder avec ces 4 fromages. Et bonjour Grégoire. Bonjour Claude. Comment ça va? Entouré de tonneaux. Hein. Donc ici on est
dans la cave familiale. Oui, effectivement, le bâtiment ici date de 1836. Il s'appelle le Petit Versailles. C'est lié au lieu dit ici à Cuy, le Petit Versailles. La famille, on est là depuis 1973, donc ça fait un peu plus de 50 ans maintenant. Et puis toi, tu es le combienième génération? 4e génération. Et ça suit parce que j'ai mon fils et ma fille qui travaillent avec nous déjà, donc la 5e génération est là, elle commence à travailler aussi. Ouais. Et puis quels sont les cépages vinifiés dans cette cave? Bon, majoritairement ici au cœur de Lavaux, on travaille bien sur le chasselas. Donc à mon avis, c'est le chasselas qu'on va pouvoir choisir pour accompagner cette épopée fromagère. Bien sûr, c'est vraiment l'emblème de la maison. L'emblème est ce qui nous tient à cœur aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me proposer là? On a notre épaisse qui s'appelle la Bresse d'Enfer, un vin que mon grand-père a créé il y a un peu plus de 60 ans. Maintenant, le premier millésime qu'il a fait, c'est 1960. C'est un nom qui est un peu particulier, qui a du caractère comme ça. Mais en fait, on est sur les terres d'épaisse. Et sur les terres d'épaisse, on a beaucoup d'argile, beaucoup de calcaire, qui donne la minéralité de la race. Donc, il voulait aussi un nom qui ait aussi du caractère, comme le vin qui est issu de ce terroir. 2 autres raisons pour lesquelles il a choisi ce nom, qui est un peu particulier, c'est qu'à Épaisse, il y a un petit ruisseau qui traverse le village et ce ruisseau s'appelle le Rio de l'Enfer. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis l'autre raison, à l'est du village, les vignes glissent en direction du lac. Et ce glissement de terrain, les anciens l'apparentaient au diable. Donc quand le vigneron retourne à la vigne au printemps, puis qu'il y a un mur qui s'est écroulé, qu'il y a des fissures dans le terrain, c'est pas possible, il y a le diable là-dessous. Et tu vois, tu me parles du lac, c'est la force de votre vignoble finalement. Vous avez le soleil, vous avez le lac, donc 2 soleils, hein, la réverbération du lac, et puis un jour tu me disais, il y a encore même un 3e soleil, c'est les pierres de taille qui sont à chaque niveau. Hein. Le 3e soleil, c'est effectivement les murs qui ont été construits pour tenir cette terre, et ces murs vont emmagasiner la chaleur toute la journée et redistribuer cette chaleur jusqu'à 10-11 heures le soir. Donc avec ces 3 soleils, vous pouvez faire que du bon vin, quoi. Alors ça, c'est le plus grand de la cave, il fait 9800 litres. Oh. Il faut toujours dégorger, on appelle ça dégorger le guillon, parce qu'il y a une petite partie de vin qui reste dans le guillon, qui s'oxyde un peu, puis qui est en contact avec le métal. Place à la dégustation déjà. Hein. Santé. Parler, c'est bien, mais il faut qu'on goûte. Dès que ça rentre en bouche, pour moi, ce qui me plaît, il y a un côté arrondi. Dans le procédé de fabrication de ce chasselas, il y a quelque chose de particulier ou... Alors, on fait un élevage classique en cuve acier émaillé avec les 2 fermentations. La 2e fermentation malolactique nous aide à révéler le terroir, en fait, et c'est ce qu'on cherche sur nos chasselas, c'est d'avoir vraiment l'expression typique du terroir. Comme ça, on sent les différences entre un désalais, un épaisse et un Saint-Saphorin. Parce qu'on veut, comme j'ai dit avant, il y a cette argile, ce calcaire, et on veut faire ressortir cette minéralité. Et comme tu l'as dit justement, la première attaque, on sent ce côté rond à l'attaque, c'est le soleil, là on sent les 3 soleils là qui chauffent. Et ensuite c'est vraiment le côté minéral qui ressort dans le vin, c'est la minéralité qui vient, qui donne ce côté un peu plus sec. Et même des fois on sent un petit peu des notes de silex comme ça en finale. Et c'est des notes qui finissent un tout petit peu sur l'amertume, mais qui pour nous vignerons c'est une amertume positive. Parce qu'après le premier verre, on a envie d'un 2e verre. L'expression minéralité me plaît bien pour déterminer ce vin. Donc là il est dans un tonneau. Hein. Après l'élevage en cuve, il vient dans le foudre, tonneau, on peut dire un tonneau aussi, pendant à peu près 6 mois. C'est un tonneau, on voit son âge, là il a un peu plus de 40 ans, il a bientôt 46 ans. 46 ans. Ouais. Il n'amène pas de notes boisées au vin et on ne veut surtout pas sur le chasselas pour garder la finesse et l'élégance. Par contre, ce qu'on cherche, c'est la micro-oxygénation qui se fait naturellement à travers le bois. L'oxygène va rentrer très lentement à travers. Et c'est idéal pour laisser au vin la possibilité de s'exprimer. Donc je comprends, parce que quand tu m'avais dit il va passer 6 mois d'un tonneau en fût de chêne, j'ai imaginé un petit tonneau de chêne neuf, j'ai dit ça va boiser le chasselas. Non, là-dedans c'est vraiment pour... Amener de l'oxygène, mais vraiment très lentement. S'il y a trop d'oxygène, on va oxyder le vin, donc ça doit se faire tout en douceur. Si tout va bien, on arrive à les garder plus de 100 ans, hein, ces tonneaux. Les ronds qui sont là au fond, c'est des foudres qui appartenaient au CFF, ils étaient sur les wagons de chemin de fer, il y en avait 2 par wagon, et ça servait au transport du vin par le rail. Ils appelaient ces wagons des bifoudres. Donc sur un tonneau comme celui-ci, par mois, quand c'est sec, s'il y a un peu de bise, ça peut aller jusqu'à 15 litres qui s'évaporent par mois sur un tonneau comme ça. Quand même. Donc nous, toutes les semaines, on va monter sur le tonneau, ouvrir le bouchon, compléter le vin qui manque et puis remettre le bouchon. Pas qu'on ait justement une partie vide en haut avec trop d'air, pour pas que ça oxyde le dessus, la partie du vin. Donc j'hésite pas, hein, ce vin conviendra très bien avec cette épopée fromagère du mois de mai. La Bresse d'Enfer, idéal. Je te remercie parce que belle dégustation et ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Puis à une prochaine. À la prochaine.